Donc pour le deuxième temps de cette matinée, on va se poser la question de la place de la bibliothèque avec les autres acteurs musicaux du territoire. Donc on a pu voir grâce à l'intervention de Pierre et Olivier que c'était un point vraiment central et très important par rapport à l'action des bibliothèques. Et donc on accueille Fabrice Mazzolini et Thomas Gomez de Mercado que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Thomas Gomez de Mercado, je travaille pour la médiathèque départementale de l'Isère et depuis 2 ans que je suis à la médiathèque. Un de nos chantiers, parce que ce n'est pas le seul, c'est d'essayer de repenser la place de la musique et d'accompagner les collègues du territoire. Et ça va de pair avec cette idée de comment faire vivre la musique dans les bibliothèques, certes, mais aussi sur le territoire dans lequel se situent ces bibliothèques. Juste pour faire un contexte rapide, en Isère, on a 303 bibliothèques. On a des bibliothèques qui sont liées dans une on a une métropole, la métropole de Grenoble, et 3 agglos, donc des territoires plutôt urbains avec des professionnels. Et après, on a des territoires ruraux, des territoires de montagne avec beaucoup moins de professionnels, beaucoup de bénévoles, ce qui fait qu'en termes de diversité sur le territoire, on a à peu près toutes les situations. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Fabrice Mazzolini, je suis conseiller musique à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous l'aurez compris, pas un spécialiste de la lecture publique. Donc, prenez mes propos avec une grande modération, si je vous en prie. Quelques éléments de contexte aussi complémentaires. Alors déjà, j'ai appris beaucoup ce matin. Donc, merci aux 2 intervenants. C'était très intéressant pour moi. Et en termes de contexte, je voudrais rappeler peut-être le contexte de la région. Région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une immense région, 12 départements, 12 millions d'habitants. C'est pas rien. Un contexte avec de fortes disparités territoriales, des énormes métropoles. Je vous donne un exemple très concret. Il y a moins d'habitants dans le Cantal qu'à Villeurbanne où nous nous trouvons ce matin. Ça donne une échelle très concrète. Et néanmoins, dans ce qui nous occupe aujourd'hui, le réseau de la lecture publique, vous le savez mieux que moi, mais à l'image du réseau des écoles de musique, ce sont les réseaux les plus présents en termes d'outils culturels sur les territoires, que ce soit dans les villes, dans les zones rurales. Et donc, c'est pas anodin, tout de même. Deuxième élément, je réfléchissais en même temps que j'écoutais donc les deux personnes tout à l'heure. Je me suis posé la question qui va peut-être jalonner aussi ce qu'on va se dire. Pourquoi aujourd'hui aller dans une bibliothèque ? Pourquoi aller au concert ? Pourquoi aller au cinéma ? Alors qu'avec cet outil qui est devant moi, je peux évidemment lire un livre, voir un film, écouter de la musique, pour au final pas très cher. Et donc, la place de la musique, si on en revient au sujet, pourquoi la musique dans une médiathèque et comment on le fait avec qui ? Voilà, c'est ce à quoi on va essayer de répondre. Alors, première question que je vais vous poser pour un petit peu poser les choses, on va dire. Quel constat vous faites, donc Thomas depuis le département de l'Isère et Fabrice plutôt au niveau de la région, sur la place de la musique en bibliothèque dans les territoires ? De la DRAC. La région, oui, de la DRAC, pardon. Enfin oui, à l'échelle régionale, oui. Donc sur la place de la musique en bibliothèque dans les territoires et avec quels partenaires ? La place de la musique en bibliothèque, comme je disais, elle est assez disparate chez nous et elle est surtout liée à la professionnalisation des bibliothèques. Là où ça marche bien, où le prêt de CD a résisté, où il y a de l'action culturelle, c'est là où il y a des professionnels qui sont dédiés à la musique. Et ça, il n'y a pas de secret. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de ça, il n'existe rien. Voilà. Après, les bibliothèques, elles sont, comme on le disait, elles sont au cœur des territoires, c'est des établissements de proximité et c'est des lieux, c'est des carrefours entre plein de partenaires. Et c'est vraiment leur richesse qui fait que ce soit la musique ou un autre média, elles ont légitimité, en tout cas, à le faire vivre. Et c'est peut-être cette question de légitimité qui est aussi difficile à travailler. Nous, on essaye de le faire avec des formations, de la sensibilisation. Mais c'est vraiment pour les bibliothèques qui ne sont pas spécialisées, en tout cas les bibliothécaires non spécialisés, cette question de légitimité, elle est vraiment difficile à aborder. Et puis pour nous, pour le département, on a aussi d'autres services qui travaillent sur la musique et on va voir qu'il y a pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de perméabilité. Par exemple, pour prendre un exemple, il y a une résidence d'artistes d'un groupe de musique qui ont eu lieu pendant 3 ans sur le territoire de Chartreuse. Et moi j'ai eu une action avec une bibliothèque en Chartreuse il n'y a pas très longtemps sur autre chose que la musique. Et je leur ai dit, c'est super, vous allez vous enchaîner une résidence musique et vous allez partir sur une résidence de journalistes.
Et a priori, la résidence d'Arabe Musique n'est pas passée par chez eux, alors même qu'elle avait vraiment pendant 3 ans circulé sur tout le territoire. Et du coup, on s'est aperçu au département qu'on avait déjà un gros travail à faire de connexion de nos services et et de complémentarité, parce que pour eux, il y a beaucoup de choses de public qu'on touche que ne touche pas et vice versa. Et le fait du coup il faut vraiment qu'on enclenche des travaux dans transversal. Alors la place de la musique. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'encore une fois, c'est vraiment en fonction, je pense, du contexte local. On ne peut pas comparer, c'est peut-être une banalité ce que je veux dire, mais on parlait de Feyzin. Ma voisine tout à l'heure travaillait à Feyzin. Sur ce territoire, il y a une médiathèque, mais il y a une salle de musique actuelle. C'est un exemple. Quand vous vous retrouvez dans une bibliothèque qui est dans un petit village dans l'Ain, où je vis par exemple, le premier lieu de diffusion, il se situe à 30-40 km. On est dans des logiques qui sont complètement différentes. Ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, ça a été un peu dit en creux tout à l'heure quand même, il ne faut pas qu'on ait de procès d'intention sur les professionnels qui travaillent dans ces établissements, déjà. Il y a des fiches postes, il y a des métiers, et ces métiers sont en évolution à l'image de ce qu'on vit dans d'autres secteurs, dans le secteur du spectacle vivant. Aujourd'hui, je vais faire un détour parce que c'est là où je parle, dans le spectacle vivant, on est passé d'une logique d'offre à une logique de comment on permet, et ça rejoint la notion de droit culturel, comment on permet un égal accès à l'ensemble des citoyens qui bassement aussi payent des impôts, hein, qui vivent d'où qu'ils soient, comment on permet cet égal accès. Et je pense que justement le réseau de la lecture publique, peut-être, même si ce n'est pas un lieu de diffusion en soi, ce n'est pas le métier premier, mais est un acteur de territoire au même titre que le lieu de diffusion et tout lieu de culture. Et comment on travaille en coopération entre ces lieux lorsqu'ils existent, ou comment on va chercher la ressource ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est s'interroger, et ça rejoint ce que je disais en introduction, pourquoi je vais à la bibliothèque alors que j'ai, encore une fois, plein de musique ici. Il y a une chose qu'on n'a pas dite ce matin, me semble-t-il, on n'a pas parlé de la notion de service public, on n'a pas parlé de valeur, on n'a pas parlé d'éthique et de libre arbitre dans le choix. Quand je vais sur Deezer, en venant ici le matin, encore une fois, il y a un algorithme qui me conseille. Cet algorithme, une fois que j'ai choisi une esthétique, un artiste, etc., je suis abreuvé de la même typologie d'offres. Quand je vais dans une médiathèque qui rend un service différent de celui d'une scène de musique actuelle, pour reprendre cet exemple-là, j'espère en tout cas arriver dans un lieu avec une éthique en termes de ressources, de choix, d'un choix qui puisse être étayé, nourri, accompagné par des professionnels du secteur, donc de la lecture publique, qui vont m'aider, faire une médiation en fait. Et donc ça, je pense que c'est une chose importante à réaffirmer aussi, dans le fait le financement d'une culture publique, que ce soit dans les labels ou que ce soit dans le réseau de la lecture publique, c'est un espace central en termes d'éducation, de libre accès. Et le dernier point aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, si je suis trop long, vous me coupez. Hein. Ça a été dit en creux, mais on l'a vraiment vécu dans l'ensemble des lieux de diffusion, et c'est pareil, je pense, dans le monde de la lecture publique, un changement de paradigme dans l'usage, dans l'habitus culturel de tous ces chacun, y compris nous. Et en soi, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'évidemment, on n'a rien à vendre. Vous n'avez rien à vendre. Vous êtes dans une mission de service public. En revanche, qu'est-ce que cherche telle ou telle personne quand il sort le soir, quand il vient à la bibliothèque? Il ne cherche plus uniquement une ressource, parce que la ressource, il l'a. Donc il va chercher plusieurs choses. Ça a été dit ce matin, on a parlé d'expérience sensible. On va chercher une expérience sensible, on va chercher une relation à l'autre, aux autres, parce qu'on est des individus qui vivent dans un monde un peu global quand même, et si on reste toute la journée sur son canapé, ça devient compliqué. Donc on va chercher ces événements, ces choses-là. Et ça, je pense que c'est vraiment au cœur aussi du choix de politique que l'on fait, de stratégie dans un lieu de diffusion ou dans un lieu de lecture publique. Et après, on va avoir différentes formes, on va y venir plus loin. Pour compléter cet état des lieux, peut-être, Fabrice, je me souviens quand on a préparé cette journée en visio, vous nous aviez fait un petit peu un état des lieux des partenaires possibles, des partenaires musicaux, je veux dire, possibles pour les bibliothèques. Si ça ne vous embête pas de le refaire pour qu'on soit sûr de savoir de quoi on parle. Alors il y a différents types de partenaires, je dirais, ceux que vous connaissez d'ores et déjà, qui sont les partenaires politiques. En fonction de l'échelle où on se place, on va travailler soit à l'échelle de la commune, de l'intercommunalité, du département, et à ce titre-là, le département isérois est assez modélisant en termes d'engagement culturel, quels que soient les domaines d'ailleurs.
Et puis aussi, on va avoir des partenaires, on va dire, sectoriels, des réseaux. Alors, dans le réseau de la musique, il y en a plusieurs en fonction des esthétiques. On va avoir par exemple le CMTRA qui se trouve à Villeurbanne, non loin d'ici, qui va travailler sur toutes les esthétiques, on va dire, dites musique du monde, qui sont des vraies ressources pour l'ensemble des habitants d'un territoire, et y compris pour les professionnels que vous êtes. On va avoir, par exemple, dans le domaine des musiques actuelles, Grand Bureau, je pourrais en citer d'autres, etc. Vous avez aussi des gens comme moi en face, qui sont des conseillers sectoriels, qui sont là pour répondre à des questions de professionnels, du chant, mais pas uniquement. Et puis vous avez des homologues, on va dire des techniciens comme nous, conseillères, conseillers, dans ces institutions publiques que sont le département, la région, etc. Et ces personnes-là ont cet objectif dans notre métier, c'est aussi ça, c'est la mise en relation, le transfert de l'information, etc. Donc ça, il y a des vraies ressources à cet endroit-là. Et je dirais que n'oublions pas aussi ceux qui habitent à côté de nous en termes de partenaires. J'ai évoqué tout à l'heure un lieu de diffusion. Je pourrais évoquer également les écoles de musique, parce que souvent dans ces écoles de musique, il y a une typologie de salariés qui s'appelle des musiciennes ou des musiciens intervenants, qui sont aussi des employés municipaux et qui ont ce rôle justement de médiation dans le domaine de la musique et du spectacle vivant. Donc pourquoi pas penser justement qu'on n'a pas la compétence, quand on n'a pas la compétence en interne, aller chercher cette compétence qui est sur le territoire de proximité et à penser une circulation des compétences professionnelles au service d'un projet commun, un projet culturel de territoire. Par rapport à l'ensemble de ces acteurs musicaux, ma question suivante va être sur la complémentarité des bibliothèques et du coup sur le rôle qu'elles peuvent jouer au sein de ces réseaux d'acteurs musicaux. Thomas, peut-être pour commencer ? Si on prend l'exemple des écoles de musique, par exemple, aujourd'hui, on a le prêt d'instruments de musique qui commence à se développer. Pour nous, en Isère, on a la deuxième bibliothèque qui a démarré son service la semaine dernière. Ils ont Pont-de-Beauvoisin qui a ouvert la semaine dernière avec un service de prêt d'instruments de musique. C'était le cas déjà de la Côte-Saint-André, donc c'est pas des territoires très urbains. Hein. On est sur même si la Côte-Saint-André a une culture musicale avec le festival Berlioz et tout. Et on voit que c'est un vrai levier de partenariat avec l'école de musique. Alors qu'a priori, on pourrait penser que c'est une concurrence. C'est un vrai levier parce qu'en fait, la bibliothèque va toucher des personnes qui sont qui vont aller découvrir la musique par une pratique amateur très autodidacte. Et de fait, le partenariat peut permettre de créer des ponts vers l'école de musique avec un tarif préférentiel ou des masterclass de l'école de musique pour essayer de progresser sur un instrument. Et ça, c'est vraiment des choses qui se tissent au fur et à mesure, qui sont des liens qui sont créés. Puis après, il y a l'école de musique qui peut venir faire des concerts au sein de la bibliothèque. Moi, où je travaillais avant, on a eu même des ciné-concerts avec l'école de musique. Donc du coup, on avait plein de partenariats. Donc voilà. Donc là, vraiment l'idée d'être toujours en complémentarité, de ne pas faire à la place d'eux, ça c'est important. Et sur la liste des partenaires, elle est assez importante. J'avais des collègues du Pays Voironnais, alors je sais pas, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'inscrit, mais je sais pas si elle est arrivée, je l'ai pas vu clair, qui ont tenté de faire un répertoire des acteurs musicaux du Pays Voironnais. Alors, le Pays Voironnais, Voiron c'est 20 000 habitants, le Pays Voironnais c'est une trentaine de villes. Donc ils ont commencé, école de musique, conservatoire, ça c'est facile. Voilà. Après on essaye les festivals. Et alors là déjà, les festivals, c'est un peu fluctuant. Bon, grosso modo, sur une année on arrive à peu près à le faire, mais il faudrait le remettre à jour tout le temps. Puis après on descend et on va essayer de voir si on a des groupes locaux, des associations. Et là on a le groupe breton de telle ville, plus le groupe de Kesmer, machin. Et là la liste elle commence à descendre. Et en fait ils ont eu l'impossibilité d'avoir quelque chose de vraiment exhaustif, mais ils se sont aperçus que sur un territoire qu'ils avaient l'impression de bien connaître, il y a une liste de partenaires musicaux vraiment très 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 grande, quoi. Et du coup, la bibliothèque, là, pour moi, leur vrai rôle, c'est ce qu'elles savent faire, c'est faire du lien en fait. Donc faire du lien entre ces partenaires, entre eux, avec la bibliothèque, avec le public, et de créer des projets autour de ça. L'objectif de cet état des lieux, ça rentrait dans un travail autour de c'est pas vraiment la politique documentaire, mais quelque chose d'assez large sur un état des lieux de la musique sur le territoire. Et du coup, pour voir les possibilités de construction. Ensuite, avec l'idée de quelles collections on propose, quelles actions on va proposer en action culturelle, les besoins de formation éventuels et quel partenariat on peut monter, quoi. Quelles ressources on a sur le territoire pour lancer des partenariats. Alors pour compléter, moi je ne travaille pas en médiathèque, mais de mon regard un peu décentré, je dirais que la médiathèque, évidemment, vous l'avez dit, c'est un lieu de vie.
il faut quand même qu'il reste centré, me semble-t-il, sur ce qui fait son identité, c'est-à-dire le monde du livre. Il n'empêche que le monde du livre, c'est par extrapolation le monde de la lecture, à voix haute par exemple. Et là, on n'est pas très loin de certaines esthétiques. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui me semble intéressant, comme dans n'importe quel lieu de diffusion, c'est d'avoir une identité. C'est pas faire du concert pour faire du concert. Quand je vais à l'Opéra de Lyon, c'est différent que lorsque je vais encore une fois à l'Épicerie Moderne, au Brise-Glace, à Annecy, etc. À chaque fois, une identité. Et en quoi il y a un intérêt à avoir, par exemple, de la diffusion dans un lieu? Moi, je le vois bien, de mon côté. C'est qu'aujourd'hui, on peut, dans le domaine de la diffusion musicale, on est enclin, et c'est une bonne chose, à penser des tournées qui soient beaucoup plus éco-responsables. Donc à avoir une circulation sur les territoires beaucoup plus fine pour limiter l'impact carbone, etc. Aller à la rencontre des habitants, au plus près des habitants. Et donc ces médiathèques, comme je le disais tout à l'heure, qui maillent le territoire, c'est des lieux, par exemple, qui me semblent intéressants à cet endroit-là. On a beaucoup parlé de collections aussi, CD. Pourquoi pas ne pas penser quand il y a, par exemple, des musicologues pas loin, une fac, pourquoi pas penser des conférences autour de certains répertoires qui sont... voilà. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir un rapport de médiation au public qui va être différent et pas uniquement dans une logique de consommation. Voilà. Et donc ça me semble assez intéressant. Et puis il y a tout ce que vous avez évoqué aussi, c'est toute cette dimension de la médiation et de l'éducation artistique et culturelle. Je pense que ça, c'est au centre, et c'est sans avoir relu le cahier des charges des médiathèques, mais c'est une des missions qui sont centrales, que ça soit un lieu d'éducation pour les enfants qui seront des citoyens éclairés ou pas, demain en tout cas. Compléterait juste pour des petites bibliothèques dans des petits villages ruraux qui sont un peu éloignés justement des lieux de diffusion, voire même des écoles de musique et tout. La bibliothèque, c'est vraiment la porte d'entrée vers la musique. Enfin, en tout cas pour la musique, quand elle est présente, c'est vraiment une porte d'entrée essentielle et quasiment unique en fait. Je vais me faire le porte-parole de mes collègues de l'action culturelle. Aujourd'hui, en tout cas dans notre région, on voit qu'on a de plus en plus d'intercommunalités qui sont porteuses d'une convention territoriale d'éducation artistique et culturelle. Et ça, c'est un espace de dialogue dans lequel l'ensemble des médiathèques, bibliothèques ont leur place, en tant qu'acteurs de territoire, pour penser un projet culturel qui va croiser différentes esthétiques, différentes formes. On parlait de moyens tout à l'heure, c'est un espace où il y a des moyens qui permettent d'accueillir en résidence des artistes, que ce soit des auteurs, que ce soit des musiciens, des danseurs, que sais-je, des plasticiens, et faire circuler en fait cette offre-là sur le territoire, dont le réseau de la lecture publique. Et là, je pense qu'il y a une carte à jouer qui est très très forte, entre guillemets, pour replacer justement, pour nourrir encore davantage la relation qui existe entre vos lieux et les habitants d'un territoire. Et ça résonne encore une fois avec ce qui avait été évoqué tout à l'heure sur la dimension participative et de l'aller vers en lien avec la loi NOTRe et les droits culturels. Maintenant qu'on a vu comment peuvent se positionner les bibliothèques, la question suivante, mais on l'a déjà un petit peu abordée, mais vous pouvez peut-être compléter, c'est quelles médiations ou actions peuvent être proposées dans ce contexte-là? Donc on l'a vu, la bibliothèque sur un territoire avec ses partenaires. Alors, la liste des actions, elle est très longue, elle s'adapte au public avec lequel on veut travailler. Je prenais un exemple, par exemple, d'une chose très simple. À la médiathèque départementale, on prête des malles de vinyle. Enfin, du coup, c'est un petit kit avec une platine. On a des malles à thématique, chansons françaises et tout. Donc, c'est plutôt des kits d'animation. Récemment, j'ai travaillé avec la bibliothèque de la Verpillière qui m'avait contacté en me disant on travaille avec la maison de retraite, mais on ne sait plus quoi faire, on n'a plus d'idées. Et du coup, j'aurais proposé, je dis est-ce que ça vous dirait de travailler autour de la musique, de prendre un kit vinyle et puis vous faites une petite animation sur une après-midi. Donc du coup elles l'ont fait et a priori les retours étaient vraiment positifs. En fait ça a permis de créer un espace de dialogue. Il y avait deux choses, il y avait évidemment des temps d'écoute dans la médiathèque des vinyles et puis vraiment d'utilisation en action avec des publics. Et du coup c'était l'intérêt d'avoir un vrai espace de dialogue en fait avec ce public-là et du coup de renouveler aussi des actions qu'on avait peut-être l'habitude de faire aussi. Voilà, les actions sont vraiment diverses. Voilà, c'est l'idée de voir avec quel public on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut travailler, quelles ressources sur le terrain. Et ça, ça s'adapte à plein de choses. Si on part des exemples, j'ai une action phare que j'ai adorée, qui a duré pendant 10 ans sur la commune de Chirins, à côté du Pays Voironnais. C'était un festival d'art urbain. Donc le collègue, il y a 10 ans, donc à la fin des années 2000, voulait monter, enfin plus de 10 ans maintenant, quelque chose autour de ces arts, à la fois du graphe, de la danse, de la musique.
Donc au début, c'était très, il s'est associé avec une association du village, c'était très artisanal et tout. Puis sur 10 ans, en fait, la dernière année, sur 2 mois, le festival durait 2 mois, ils ont accueilli près de 10 000 personnes sur tout l'ensemble des actions. Alors je ne sais pas si vous imaginez des enfants, alors du coup à la fin c'était plusieurs villages qui se sont associés, des enfants qui pendant 10 ans ont vu passer des artistes de beatbox, de breakdance, de graphes passer. Et bah, ces enfants sont devenus des spécialistes en fait. Et notamment sur le beatbox, où ils ont eu la chance de voir émerger un enfant du coin qui s'appelle Alem, qui est devenu champion de France, puis champion du monde de beatbox. C'était une vraie rockstar, hein. Je pense que Johnny aurait eu moins de succès. Et du coup, ces enfants ont acquis... c'était une vraie ouverture sur un territoire rural comme ça, d'avoir accès à toutes ces choses. Et du coup, ça a créé tout un réseau derrière d'intervenants qui ont fait des cours. Enfin voilà, ça a structuré quelque chose sur le territoire aussi autour de cet art. Alors la liste des actions possibles, elle a été faite ce matin, donc je ne vais pas la redonner, hein. Donc évidemment, il y a tout ce qui concerne les collections, mettre un piano, pas de piano, les prêts d'instruments, etc. Et je vous laisserai juge parce que c'est pas mon domaine. Moi, ce qui me semble pertinent, en revanche, c'est que derrière l'outil, à chaque fois, il y a une réflexion qui soit présente, et je ne doute pas que c'est le cas, hein. Si je me réfère encore à un domaine que je connais mieux, celui des scènes de musique actuelle, qui ont dans leur cahier des charges la notion de l'accompagnement. L'accompagnement, par exemple, c'est pas uniquement mettre à disposition un lieu. Ça participe de, mais comment j'accompagne des jeunes sur un territoire, etc. Et surtout, comment je vais identifier le besoin et identifier aussi le moment où moi je suis plus... j'ai atteint ma limite, mon plafond de verre, et justement, je vais être en capacité ressource de leur dire, mais maintenant, c'est là que tu vas. C'est à l'école de musique du coin, c'est la salle de musique actuelle, c'est un dispositif, etc. Donc cette notion aussi de connaissance intermédiaire avec les ressources qui sont autour, hein, parce qu'encore une fois, vous avez déjà beaucoup de travail, vous en avez bien assez, on en a tous. Donc attention, ça me semble important. Et puis après, alors ça je ne sais pas si ça existe, mais sans doute, mais aujourd'hui on ne cesse, nous, un peu, enfin, et les politiques publiques, de faire l'injonction aux grands équipements, les scènes nationales, les théâtres conventionnels, etc., de faire du hors-les-murs, de sortir de leur maison et de leur boîte. Je me dis qu'aussi, vous êtes aussi des experts dans ce domaine-là, et peut-être que justement le hors-les-murs des professionnels de la bibliothèque a peut-être un avenir aussi, notamment dans des zones où la mobilité est une question. Et donc ça pourrait peut-être en tout cas être quelque chose à réfléchir. C'est peut-être déjà le cas, hein, je suis peut-être complètement à la rue. Mais en termes d'aller vers l'autre. Parce que la médiation, on la pense toujours comme le public, l'habitant qui vient à soi. Et comment nous, en tant que professionnels d'un domaine, d'un secteur, on pourrait aussi parfois se dire, à l'inverse, c'est moi qui bouge dans la relation à l'autre. Voilà. Pour ces médiations, la question suivante, ça va être celle des publics, forcément. Est-ce que vous avez des éléments sur quel public il existe pour la musique en bibliothèque ? Est-ce un public qui vient de la musique ? Ou un public de la musique qui vient en bibliothèque, ou un public de la bibliothèque qui vient écouter de la musique, et est-ce qu'il existe ou non une circulation de ces publics-là ? Alors pour les publics, j'avoue que ça fait déjà 2 ans que je travaille plus en bibliothèque municipale, et j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup de retard par rapport à ça. Il y a quelques années, on le disait ce matin, on avait un public qui pouvait être de spécialistes qui venaient vraiment chercher un genre, qui venaient chercher une recommandation, enfin un vrai dialogue, une vraie recommandation, et un public peut-être plus mainstream, comment j'ai pas le terme. Un peu plus flâneur, c'est le terme que là. Un peu plus flâneur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec c'est la fin du CD, notamment si on prend toujours cette échelle des petites bibliothèques, où le CD, la fin du CD pour beaucoup, c'est la fin de la musique dans la bibliothèque. C'est une vraie question de savoir où est le public, quoi. Et du coup, l'action, pour le coup, l'action culturelle ou autre chose, doit permettre aussi de fédérer un peu ces publics. Parce que la bibliothèque, après, doit aussi trouver des ressources sur le terrain et peut-être s'appuyer sur le terrain pour pouvoir construire ensuite des actions dans son public. S'appuyer sur un groupe local ou un label ou un éditeur qui se trouve sur ce territoire-là, c'est important peut-être pour construire de nouvelles choses. Mais, voilà.
Sur l'action culturelle, c'est vrai que musique, c'est peut-être plus difficile. Et si après, il y a tout ce public de ce que je disais, de pratique, d'autodidacte dans la pratique musicale, où là, je pense, par contre, c'est un tissu sur lequel ça va être intéressant de construire des choses sur lequel on a peut-être moins l'habitude. Et sur le coup, le prêt d'instruments de musique, les ressources numériques qu'on peut se prêter en auto-formation et tout, sont des vrais leviers peut-être pour toucher ces publics-là et de montrer, et de dire, la bibliothèque est aussi là avec de nouvelles ressources. Vous pouvez venir nous voir, on peut discuter, on peut faire du lien, et peut-être si vous arrivez à un certain niveau, prenez votre guitare, votre piano et venez jouer à la bibliothèque un après-midi, puis venez voir ce que ça donne, quoi. Sur l'expérience à la Côte-Saint-André, c'était la plus ancienne, je crois, dans le prêt d'instruments, mais c'est encore trop récent pour que vous ayez un retour. Alors, on avait organisé une journée musique en Isère l'année dernière, où elle avait été venue présenter. Il y a à peu près un an de recul maintenant. Au niveau du public, c'est comme Cyril, on en avait discuté aussi avec Cyril, c'est un vrai succès, hein. Les instruments tournent très facilement, les craintes, pas toujours qu'on a en tant que bibliothécaire, de casse, de machin et tout, ils ont eu, il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Et ça a redynamisé en fait vraiment le lien. Et pour le coup, en plus, ils sont positionnés dans l'entrée les instruments sont positionnés dans l'entrée de la bibliothèque et du coup, donnent à voir quelque chose de nouveau. Et avec toute une information qui fait le lien avec l'école de musique, qui fait le lien aussi avec d'autres actions culturelles en lien avec le festival Berlioz, des dispositifs comme les Alléchantes qui sont des concerts qui circulent sur le territoire isérois. Donc voilà, pour la Côte-Saint-André, ça a été une vraie porte d'entrée pour construire de nouvelles choses, et notamment le lien avec l'école de musique ou le conservatoire, je ne sais plus ce que c'est à l'école de la Côte-Saint-André, qui a été plutôt difficile à construire et en fait qui là a été très très fortement accéléré grâce à ce nouveau service. Alors comme ça a été dit ce matin, la question du public c'est un enjeu complexe à analyser, identifier. De manière générale, on voit aujourd'hui, à l'échelle régionale pour le coup, quelles que soient les esthétiques, les formes, c'est qu'il y a un changement de paradigme dans le choix des publics, dans les habitus de public. C'est-à-dire que les abonnements, notamment, dans les lieux de diffusion, sont en chute libre de partout. Et pourquoi ? Parce qu'on a un accès à l'information qui est beaucoup plus instantané, beaucoup plus fréquent grâce à cet outil, encore une fois. Et on a une offre qui est pléthorique, disons-le. On a une offre culturelle sous toutes ses formes qui est immense. Les gens ne consomment pas moins de culture aujourd'hui, ils la consomment différemment. Ils la consomment au dernier moment. Un chiffre intéressant que j'ai appris à l'Auditorium de Lyon la semaine dernière, dans un comité de suivi, petit quiz à mon tour. À votre avis, combien de gens qui achètent un ticket pour aller à l'auditorium n'y vont pas ? En pourcentage ? Non. Non, parce que là, ils auraient fermé déjà. Non, mais il y a 10% de personnes qui payent un ticket et qui n'y vont pas. Ce qui fait qu'ils ont une logique comme pour l'avion de surbooking à l'auditorium. C'est pas une blague, hein. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour revenir à la question, en termes de public, le public aujourd'hui, il est mobile. Et je trouve que c'est très bien, à titre personnel. Ça n'arrange pas les programmateurs et les producteurs, mais on est dans un espace de liberté quand même, donc tant mieux. Et je pense que justement, les ponts qui sont faits à l'échelle du territoire, parce que les publics, pour moi, c'est un concept... Bon, il y a des habitants, en fait. Il y a des gens qui ont une pratique culturelle ou des pratiques culturelles, et ces gens-là, ils vont aller où c'est le plus pratique. Ils vont aller le plus près de chez eux. Donc, s'il y a une programmation musicale de qualité dans une bibliothèque, ils auront une bibliothèque plus facilement que d'aller dans la scène de Diff qui est à 50 km, par exemple. Après, encore une fois, il y a tout l'enjeu, je pense, derrière tout ça, de la communication et du croisement avec l'offre territorialisée, je dirais. Comment, encore une fois, on est dans une complémentarité, parfois dans le ensemble et parfois dans « je suis tout seul parce que c'est mon domaine, c'est pas le tien ». Et qu'on arrive à affirmer tout ça et à rendre les choses lisibles. Parce qu'encore une fois, il y a tellement d'offres que c'est difficile. Et je crois que la grosse force, notamment du dispositif que vous avez mis en œuvre, du prêt d'instruments, il répond à un double enjeu. Moi, j'ai toujours été frappé par, quand j'allais en bibliothèque petit, c'est que le fait d'avoir le droit de toucher, contrairement au musée, on a le droit de toucher un livre. C'est-à-dire que non, mais c'est pas anodin, hein, dans l'éducatif de l'imaginaire, etc. C'est un espace de liberté. Et ben, le fait d'arriver, contrairement au magasin, quand on a un enfant, et d'arriver à avoir le droit de dire ben, moi je vais pas juste gling-gling sur une guitare, etc., c'est aussi désacraliser un domaine. Et donc, c'est répondre encore une fois à une mission de service public.
Et à partir de là, si le deuxième effet qui se coule, il y a un lien avec l'école de musique d'à côté, c'est encore meilleur. Parce que du coup, on peut imaginer des restitutions publiques de petits groupes d'élèves dans la bibliothèque. Pourquoi pas des lectures publiques de la bibliothèque à l'école de musique. Et donc, du coup, on est dans une transférabilité de public et dans une transversalité des pratiques. Juste sur les publics aussi, je crois que c'est un vrai enjeu pour les bibliothèques, c'est d'arriver à... On a toujours cette image de légitimité en fait, et de capter ces publics qui sont aujourd'hui un peu de communauté. Je pensais au rap peut-être il y a quelques années. Aujourd'hui, par exemple, je travaille à côté de ça sur la K-pop, mais la K-pop au sens global, de mouvement plutôt de soft power coréen. Et justement, l'intérêt de travailler dessus, c'est de montrer qu'en bibliothèque, c'est un truc qu'on capte pas du tout, alors que ça fait, voilà, c'est un carton de partout. Et c'est de se poser la question de comment aussi on peut essayer de travailler sur ces questions-là à partir de l'expertise du public, parce que je pense que typiquement c'est un sujet sur lequel je pense que le public sera tout de suite beaucoup plus expert que nous, et comment on peut essayer de faire venir cette pratique en bibliothèque pour la présenter, pour échanger dessus, pour travailler au niveau de nos collections, voilà. Et de faire en sorte que la bibliothèque elle soit vue aussi comme un lieu où toutes les pratiques quelque part sont légitimes et sur lequel on peut venir en parler aussi, quoi. Complément d'expériences concrètes. Alors dans le domaine du théâtre de la Renaissance à Oulin, c'est pas très loin. Ils ont mis en place un dispositif de médiation en dehors du temps scolaire, avec des gamins du territoire assez mixte en termes de population, où des enfants, des jeunes, pendant 2 ans suivent un dispositif de programmateurs de théâtre. C'est-à-dire qu'ils sont aux côtés du directeur du théâtre et ils vont participer à la programmation du lieu jusqu'à la présentation en allant faire le marché avec le directeur. Ils sont allés l'année dernière à Avignon, etc. Donc c'est un dispositif qui coûte des sous, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est vraiment dans cette interrelation et qu'on peut transférer aisément, y compris dans la dimension disque, dans une médiathèque, une bibliothèque. Comment faire en sorte que l'usager ne soit pas uniquement quelqu'un qui vienne uniquement chercher un objet, mais l'associer aussi dans la valorisation de cette collection, par exemple. Et là, on change encore une fois le paradigme de la relation à l'autre, à l'usager, qui devient un partenaire, en fait, y compris dans la valorisation du truc. Du coup, on le voit bien dans vos retours, il y a un réel intérêt à travailler ces partenariats sur le territoire. D'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais que ce soit des partenaires publics, privés, ou aussi éventuellement les usagers en tant que partenaires. Et finalement, la dernière question que je vous poserai, c'est quelles sont les forces, mais aussi éventuellement les difficultés dans la mise en place de ces partenariats, et pour les faire vivre aussi, puisqu'il ne suffit pas de les mettre en place. On sait que parfois le plus compliqué, c'est aussi de les faire vivre sur le moyen ou le long terme. Alors je pense que la principale difficulté pour nous, c'est quand même le manque de formation d'une partie des collègues, de manque de formation musicale, voire de formation, parce qu'on manque de professionnels sur le terrain. Là, on touche des bibliothèques de villes de moins de 10 000 habitants, dont une majorité sont en territoire rural, tenues essentiellement par des bénévoles. Et là, du coup, je pense que c'est une vraie limite pour mener à bien à long terme des projets, d'où notre rôle d'essayer de faciliter la création de ces projets-là, de circulation d'artistes, de scènes locales, d'artistes ou de partenaires en tout cas autour de la musique. Et puis voilà, il y avait cette question de légitimité que j'ai parlé, qui peut être aussi interne, un sentiment interne, mais peut-être au niveau politique aussi. Parfois la difficulté pour des politiques au niveau politique à dire les bibliothèques sont légitimes aussi à parler musique, à faire, sans prendre la place d'un concert, d'une salle de concert ou d'autres choses, mais elles sont légitimes de faire ça. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi, qu'on essaye d'accompagner. Et puis après, pour moi, la force, pour le coup, c'est vraiment le tissu de partenariat. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je pense que les bibliothèques ce qu'elles le font tous les jours, c'est de créer du lien entre des partenaires, entre des publics, entre des ressources. Et ça, que ce soit pour la musique ou pour autre chose, c'est vraiment leur force. Et du coup, là, dans la question du jour, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment leur plus-value sur ces questions. Alors pour compléter, effectivement, il y a cette question de formation, cette question de légitimité, vous l'avez dit. Moi, je vois une autre difficulté en fonction des territoires et des bibliothèques, c'est la notion d'équipement et donc de budget qu'il y a derrière.
parce qu'on peut avoir toute l'ambition du monde. Quand on est dans une bibliothèque immense, type Rieux-la-Pape, avec des équipements somptueux, un auditorium, etc., merveilleux, tout va bien, Madame la Marquise. Quand on est dans une bibliothèque rurale, avec un espace de 50 mètres carrés, mangé aux 3/4 par des étagères à livres, ça réduit le champ des possibles. Donc ça, c'est très concret. Après, une autre difficulté, me semble-t-il, c'est la connaissance, en tout cas en termes, si on parle de diffusion, c'est d'avoir la connaissance réglementaire dans le cadre de la diffusion, parce que on peut pas faire n'importe quoi dans ce domaine-là, parce qu'on est quand même garant aussi des artistes et qui ont un vrai travail, au même titre que les conseillers DRAC ou les bibliothécaires. Et donc, il y a un cadre réglementaire. Par exemple, je sors des gros mots, avoir la licence de diffuseur du spectacle vivant, qu'est-ce que c'est qu'un GUSO, etc. Alors, c'est des gros mots, mais c'est très simple. Et alors, avant de venir, je me suis amusé à aller voir, parce que pour moi, c'est un jargon qui m'est coutumier. Mais si vous tapez musique en bibliothèque sur Google, par exemple, vous avez des fiches très bien faites par, je ne sais pas qui, certains collègues dans d'autres DRAC, des fiches très très simples, qui précise tous ces enjeux-là. Je pourrais vous faire passer les liens si vous voulez. Donc des choses très très simples. Donc ça, c'est les difficultés, je dirais, techniques, budgétaires, de connaissances, etc. Je pense que l'atout aujourd'hui, les atouts, ils sont nombreux. Vous avez une force énorme, c'est que vous êtes très structuré, notamment à l'échelle des acteurs publics au niveau des départements. Donc une force vive à la fois en termes de réseau, mais également en termes d'interconnaissance que j'imagine, vous avez des temps comme celui-ci en est un exemple, de dialogue, d'échange entre pairs. Ça me semble important. On va aller vers un modèle de plus en plus décroissant. Et donc, vous qui jalonnez le territoire, on l'avait dit, vous serez des espaces centraux en termes de partage culturel autour de la musique, mais culturel tout court, je dirais, et artistique. Donc là, il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour vous de prendre cette place-là, de la prendre, je dirais, en relation fine et en coopération. Une des difficultés, c'est que la coopération, ça demande du temps. Ça, c'est clair, on le voit dans tous les métiers. Plus on coopère, plus on est dans une démarche horizontale de choix stratégiques, plus il faut du dialogue et plus il faut du temps. Et avec des moyens RH qui ne sont pas forcément en augmentation dans vos structures, j'en ai bien conscience. Donc ça, c'est les freins. Mais j'ai envie de dire que, pour terminer peut-être, une rencontre comme aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle a pu exister il y a 30 ans, ne serait-ce qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, justement, il y a une porosité réelle, même si chacun garde encore une fois une identité professionnelle, une identité d'exercice, mais il y a une réelle porosité, me semble-t-il, entre les esthétiques, entre les formes. Et je pense que là, encore une fois, pour vraiment conclure, les médiathèques ont un rôle central. Pour conclure aussi, depuis cette année, j'ai lancé à la médiathèque départementale une formation sur comment organiser un concert en bibliothèque. Donc c'est vraiment reprendre les étapes de A à Z, techniques et tout, qui nous permet aussi de valoriser le matériel qu'on prête, notamment pour des petites bibliothèques, pour leur permettre d'avoir une qualité aussi d'écoute quand elles reçoivent un artiste ou autre. Moi, la principale qualité que je leur dis, c'est que quand vous recevez des auteurs, c'est la même chose, c'est que c'est la qualité de votre accueil en fait. Les auteurs, les réalisateurs, les musiciens qui viennent en bibliothèque, ils sont toujours épatés par l'accueil, parce que y a toujours, si vous avez des bénévoles qui sont à la retraite et tout, vous avez une panoplie de gâteaux, de tartes et tout. Enfin, vous allez être accueillis comme comme si vous étiez Johnny au Stade de France, peut-être même mieux sûrement. Mais voilà, si vous êtes les bibliothèques montrent que la personne qu'elles accueillent, elle est importante. Et ça, c'est vraiment un fort. Et c'est une vraie qualité en fait, je trouve, parce que je suis pas sûr, pour en avoir discuté avec des artistes, musiciens ou autres, c'est pas toujours, cet accueil n'est pas là toujours au rendez-vous, quoi. Donc continuez. Merci pour ces 2 mots de conclusion qui se terminent du coup sur des questions d'identité professionnelle, de compétences, de formation. Ça tisse un petit peu la toile. Je vois Cyril qui lève le sourcil, en effet. Ça tisse la toile pour la dernière intervention de l'après-midi. Il nous reste du temps pour des questions. Est-ce que... je vais vous passer le micro. Oui.
Donc, Sylvie Dejean, responsable com image son numérique à la médiathèque de Fézin. Donc des questions concrètes de budget. Justement, on a identifié sur le territoire un besoin de studios d'enregistrement pour des publics qui sont autonomes dans leur pratique instrumentale et qui donc viennent en médiathèque pour réserver le piano, s'entraîner, voilà. Ou utilisent les ressources numériques pour se former ou s'auto-former ou leurs propres ressources. À qui on doit faire cette demande pour créer notamment un studio d'enregistrement. Voilà. Et deuxième question, toujours sur les pratiques amateurs, quelles sont les missions d'une SMAC à ce niveau-là en termes de pratiques amateurs et comment les accompagner qui ne sont pas professionnels, hein, ouais, ou semi-professionnels. Alors, merci. Voilà, juste à la première partie de la question. Donc, je suis Noëlle Drognal-André, conseillère pour le livre et la lecture à la DRAC. Donc, c'est auprès des conseillers livre et lecture, en fait, qui suivent les projets des bibliothèques d'une manière générale et qui ont la chance de bénéficier, de pouvoir faire bénéficier les territoires d'un dispositif extraordinaire qui s'appelle le concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques publiques, qui nous permet d'aider la plupart des projets d'investissement des bibliothèques. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Ah ben, j'ai bien fait de venir, je saurais que ma collègue peut financer des studios de musique, j'en suis ravi. En bibliothèque. Blague mise à part, pour répondre à votre question, donc, dans le cahier des charges du label SMAC, il y a évidemment l'accompagnement qui est un des 3 piliers. Hein. Les 3 piliers, c'est la diffusion, l'accompagnement et l'éducation artistique et culturelle. Et donc dans le second pilier d'accompagnement, il y a différentes strates d'accompagnement. Il y a évidemment pour les artistes émergents qui sont d'ores et déjà des professionnels. Ce qui distingue un professionnel d'un amateur, c'est tout simplement qu'il y en a un qui a une fiche de paye et pas l'autre. Ce n'est pas une question de niveau. D'accord ? Parce qu'on entend parfois même des choses étranges. Oui, moi je suis semi-pro. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est soit tu travailles, c'est un travail, soit ça ne l'est pas. Bon, c'est parce qu'on a des amateurs très éclairés et inversement des professionnels pas toujours très brillants. Donc voilà. Ça c'est pour le bon mot. Mais donc dans le cadre des SMAC, les SMAC ont cette double mission d'accompagnement des professionnels et des pratiques amateurs. Alors pour les pratiques amateurs, ça va être souvent avec les plus jeunes d'entre eux. Hein, ça peut être soit par exemple avec du prêt en fonction des lieux. Hein, parce que c'est comme pour les bibliothèques. Hein, dans les SMAC, il y en a qui ont des équipements somptueux et puis d'autres moins, plus vieillissants, comme celui que vous connaissez d'ailleurs. Et c'est un vrai sujet à l'échelle locale. Ça peut être du prêt d'espace de répétition par exemple, et donc du matériel qui va avec. Ça peut être avec du conseil, notamment sur la filière, sur les métiers. Ça peut être aussi sur de l'événementiel, je dirais, avec l'organisation de mini-festivals dans laquelle il va y avoir une programmation mixte entre une programmation de professionnels et de musiciens amateurs. Voilà, c'est les principaux axes. Et il peut y avoir complètement une complémentarité entre un lieu dédié à l'accompagnement des musiciens en musique actuelle que sont les SMAC et des médiathèques. Je pense que Madame Laurent, la maire de votre collectivité, y sera attentive. Donc Cyril Michaud de la Bibliothèque de Lyon. Moi je voulais juste réagir un peu sur la thématique là, de la discussion. À Lyon, qui est donc une ville quand même très particulière par rapport à d'autres territoires qu'on a évoqués, avec un réseau musical très complet. Moi j'ai toujours pensé, ça fait plus de 20 ans que maintenant je suis à la bibliothèque, que l'un des enjeux pour la bibliothèque musicale, c'était de pas simplement exister dans le réseau documentaire du territoire, mais aussi d'exister dans le réseau musical du territoire et d'être défini comme un partenaire pertinent par les autres structures du territoire. Et donc ça veut dire pouvoir travailler aussi bien avec Grand Bureau, avec des salles de concert, avec les artistes, les labels, les disquaires, les radios. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à faire, mais que l'autre enjeu maintenant, c'est un peu la question justement des publics, c'est d'être aussi référencé comme une structure musicale
d'être identifié comme une structure musicale par les publics. Et ça, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai 2 exemples très concrets. On a en ce moment une exposition sur la musique à la bibliothèque. Et j'ai eu très récemment quelqu'un que je connais très bien, le responsable de Jarring Effect, qui me dit « Ah, pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait une exposition sur la musique à la bibliothèque ?» Alors que bon, il y a eu de la communication, mais on a une communication de bibliothèque. C'est-à-dire que la musique est une thématique parmi tant d'autres à la bibliothèque et qu'on a du mal à toucher les communautés d'intérêt. Et l'autre exemple, c'est j'ai inscrit un atelier musical, mais j'ai inscrit dans une programmation d'un festival. Et les 3/4 des participants avaient connu cet atelier par le biais du festival et pas par le biais de la bibliothèque. Donc je pense que c'est un de ces enjeux-là, c'est de pouvoir toucher ces communautés d'intérêt liées à la musique, quoi. J'aurais évidemment pas de réponse toute faite. Déjà, bravo pour tout ce que vous mettez en œuvre. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'enjeu de la communication, il est fondamental, mais je ne suis pas un communicant. Et c'est toute la difficulté. Après, est-ce que justement l'échelon qui vous rassemble, tous les équipements que vous avez cités, en tout cas pour les publics d'entre eux, les établissements publics, c'est la ville de Lyon. Et comment justement la collectivité chapeau, support, on l'appellera comme on veut, ça peut être aussi un levier de communication. Je pense notamment à l'affichage, qu'il soit numérique ou pas, etc. Et c'est à cet endroit-là peut-être qu'il y a une réflexion à avoir. Je ne vois pas d'autres entrées. Ou alors, quand c'est dans le cadre de partenariat avec les structures musiques, par exemple, c'est d'avoir un espace dédié sur chacun de vos sites où on se rend l'appareil en termes de diffusion de communication sur l'événement. Je vois 2 entrées comme ça. Je pense que je vais enfoncer une porte ouverte pour ceux qui habitent sur Lyon, mais c'est vrai qu'un festival, nous, qui nous fait beaucoup réfléchir sur ce qu'on voudrait donner à terme à la médiathèque départementale, c'est le festival Ampli. Alors je pense que sur la salle, il y en a beaucoup qui parleront beaucoup mieux que moi. Mais du coup, un festival, pareil, qui s'inscrit dans la durée. Et si je dis pas de bêtises, qui fait que là où les bibliothèques cherchaient des groupes il y a quelques années, maintenant, c'est les groupes qui cherchent les bibliothèques. Et du coup, on voit qu'en termes de légitimité, ce festival et cette action a permis à la fois de structurer le territoire, parce qu'il me semble que maintenant, ça joue au niveau de la métropole, c'est ça enfin, je regarde, vous me dites si je dis... Ah. C'est au niveau du département, pardon. Ouais. Mais du coup, enfin voilà, ça structure vraiment et il y a une vraie légitimité, je trouve, ça donne une vraie légitimité en tout cas d'un regard extérieur sur les acteurs musicaux du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je suis Lise Palot, je travaille à la médiathèque de Tassin. Je suis responsable du secteur musique, cinéma et numérique. Et parfois aussi, avec les autres partenaires de la ville, les autres partenaires qui travaillent en musique avec la ville, on se heurte aussi à des choses. Nous, il y a un artiste qui était dans la salle de spectacle qui se produisait à côté, était d'accord pour faire un showcase à la médiathèque. On s'est heurté aussi aux politiques qui nous a dit pourquoi, à quoi ça sert, quoi. Et les notions du coup nous, on est gratuit. La notion de gratuité ça n'allait pas avec leur décision politique pour la salle de spectacle. Le spectacle, c'est un autre temps, un temps payant. Voilà. Donc je ne sais pas après parfois comment on peut aussi, nous, en tant qu'autres partenaires, gérer ces questions-là, quoi, ces questions de gratuité ou non. Voilà. Je veux bien apporter quelques éléments de réponse. Alors la gratuité, pour moi, c'est pas du tout un problème en soi, parce que quelque part, c'est pas gratuit, c'est que ça a été financé par les impôts des habitants de Tassin. Donc ils ont payé quand même, au final. En revanche, le vrai enjeu, effectivement, si vous mettez en œuvre un modèle qui est concurrentiel à un équipement qui est de l'autre côté de la rue, avec des modalités qui sont différentes, évidemment, il y a une distorsion. Donc c'est là où on peut entendre qu'il y a un petit achoppement. D'où l'intérêt, me semble-t-il, de ce que je disais tout à l'heure, c'est s'il y a diffusion dans un lieu de lecture publique, pourquoi pas, mais comment c'est éditorialisé au regard du projet qui est le vôtre. Il ne s'agit pas, selon moi, mais c'est juste selon moi, de se transformer en ce qu'on n'est pas. Si j'ai un artiste qui vient... dans ma bibliothèque pour faire une prestation, en quoi elle est en lien avec le projet de mon établissement.
Vous êtes obligé de penser aussi avec le territoire de proximité, les acteurs qui sont là. Soit vous faites alliance et vous vous dites, bah tiens, à l'avenir, moi j'aimerais bien avoir de la musique chez moi. Est-ce que tu peux pas être le producteur justement? Et il peut y avoir une coprone entre les deux en termes de moyens, mais du coup c'est du hors les murs du lieu de diffusion à la médiathèque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si on a le même artiste qui à 2 jours près joue, évidemment c'est pas lisible. Enfin, me semble-t-il. C'est là où il y a complexité. Juste pour abonder dans ce sens-là, la vraie intérêt d'avoir les artistes comme ça, qui peuvent être en résonance avec une date qui donnera en salle de concert, c'est de permettre au public de le rencontrer et de discuter. Chose qui n'est pas forcément qu'on n'a pas l'occasion de faire quand on voit un concert parce que c'est calibré pour. Qu'en médiathèque, c'est aussi l'avantage, un petit showcase en format réduit. Ça permet à l'artiste de parler de ce qu'il fait, de sa création, de dire pourquoi j'ai créé telle chanson, quel était mon processus intellectuel et tout. Et ça, c'est une vraie occasion. Enfin, il y a l'association 45 tours qui, on parlait dans une bibliothèque où je travaillais, qui ont permis à la bibliothèque de recevoir Pierre Tfattini, donc quand même un nom assez connu. Et pendant une demi-heure, Pierre Tfattini a parlé de sa création en même temps qu'il l'incarnait, en format très très réduit. Et du coup, c'était un moment avec le public extraordinaire parce que c'est quelque chose qu'on fait jamais en fait, discuter avec un artiste comme ça. Pour abonder dans le même sens, en fait, nous, en tant que bibliothécaire musique, ce qui est très important, c'est qu'on a des publics qui sont très très peu dans les salles de spectacle et qui ont un premier contact à la musique par le biais des instruments. Et moi, c'est quelque chose que je mets énormément en avant à la médiathèque, l'importance d'être au contact des instruments, de la musique vivante finalement, parce que ils vont jamais franchir le pas d'une salle si on les accompagne pas. Donc au niveau politique, c'est très important de mettre en avant ce rôle-là. D'être au plus proche des instruments et de la musique, et notamment par le biais aussi des actions autour de l'éveil musical et la possibilité aussi de travailler avec les crèches, les écoles maternelles notamment. Et c'est encore une fois on n'est pas dans le rôle d'une école de musique qui favorise vraiment une pratique instrumentale, mais qui s'adresse à un public déjà conquis et initié au niveau musical. Or, nous, c'est vraiment un public qui a cette volonté de pratiquer par eux-mêmes, bien souvent, ou qui vont petit à petit aller vers les écoles de musique, mais pas dans un premier temps. Le prêt des instruments que l'on fait en médiathèque, c'est justement vers un public qui a envie de s'essayer à des instruments et qui a envie de pratiquer seul dans son coin. Voilà. Et une dernière chose sur Ampli, justement, c'est vraiment un outil exceptionnel pour ça. C'est mettre au contact des publics qui sont rarement en salle et avec des concerts de qualité dans nos structures et gratuits. J'abonde dans ce que vous dites, d'autant que les bibliothèques, c'est le premier espace culturel de démocratisation, qui a été voulu par Malraux notamment. Et à l'inverse des écoles de musique, l'école de musique n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est les parents qui font un choix, en général. Alors que tout élève passe par une bibliothèque à un moment ou à un autre dans le cadre de son cursus obligatoire à l'école. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout au même endroit en termes de rencontres. Et voilà. Donc ça en fait un espace vraiment très particulier à cet endroit.